peu, et même on avait prédit un effondrement de l'ophtalmologie. Et effectivement, on devait affronter entre 2010 et 2025 une situation inédite, avec un nombre colossal de départs en retraite qui ne devait pas être compensé. Donc normalement, le nombre d'ophtalmologiens devait s'accélérer jusqu'à 3300. Et aujourd'hui, nous sommes 7850. Ce qui montre bien que les prévisions des pouvoirs publics ne sont pas toujours exactes. Alors, comment est-ce qu'on a fait pour faire face à cette situation? Il y a différents mécanismes compensateurs qui sont mis progressivement en route. D'abord, il y a eu le plan de retraite qui s'est énormément développé par le plafonnement en 2010. En début 2000, il y avait la précaution d'ophtalmologie qui travaillait au-delà de 65 ans. Aujourd'hui, on est à pratiquement 1300. Vous voyez que ça compense en partie, une bonne partie des insuffisances d'ophtalmologistes formés en France. Parallèlement, il y a quand même augmenté un petit peu l'ophtalmologie par rapport aux années 90. C'est moins l'augmentation de l'ophtalmologie. Il y a rien d'exceptionnel. Et surtout, on a fait venir beaucoup d'ophtalmologistes étrangers. Et depuis 10 ans, 40% de nos inscriptions, c'est des étrangers. Avec des diplômes, soit de l'Union européenne, mais essentiellement orientaux. Nous approchons de la fin des départs massifs en retraite, qui sont en fait de moins importants que prévu, parce que nous, en retraite, parmi les lycées sur une douzaine d'années, et au lieu d'avoir des proportions de 300 devaient partir en retraite, mais plutôt autour de 230 actuellement. À partir de 2024, la situation va commencer à inverser. Donc il y a encore 2 ans difficiles à tenir. Et après, il y aura beaucoup moins de départs qui seront augmentés par les ophtalmologistes qui ont leur retraite partir progressivement. Mais à partir de 2024, il y aura plus d'arrivées que de départs. Alors la pyramide déjà est complètement asymétrique. Il y a encore quelques années, elle est en train de s'allonger. Et dans 5 ans, on aura une distribution des tranches d'âge entre 30 et 70 ans. Mais celle-là va être divisée en deux. En fait, la moitié des gens continuent après 65 ans, la moitié part. Alors, vous voyez que la situation est en train de s'inverser. Auparavant, en 2019, il y avait plus de départs d'arrivées. Et là, on a une augmentation progressive des arrivées. Pour l'instant, on est en équilibre. Ça, c'est au niveau du bureau, c'est pas l'ensemble des statuts. On a fait une enquête récemment exhaustive sur les 3 dernières années qui a montré qu'il y a eu 366 installations en ville, c'est-à-dire 15% des ophtalmologistes sont actuellement installés. C'est énorme, parce qu'à l'époque, il fallait un siècle pour remplacer les ophtalmologistes pendant 20 ans, avec un nombre baissé. Et depuis 2 ans, nous sommes à 250 environ arrivés tous les ans pour 220 et 130 départs. Je suis en train de faire mes choses. Il y a un peu plus d'arrivées que de départs. Il y a un phénomène qui va durer quelques années, c'est une validation massive des médecins diplômés étrangers, mais ça ne concerne pas l'ophtalmo, la spécialité, puisque les pouvoirs publics avaient prévu un trou entre 2020 et 2025, et qu'ils essaient de compenser à tout prix par une validation massive des diplômes étrangers. Il y a des mécanismes qui ont été mis en place il y a 2 ans. Il y a une action de contrôle qui se discute pas du diplôme de l'Union européenne. Et vous voyez qu'on prenait à peu près 20 personnes par an auparavant. Cette année, on est vers 67 postes. Et ça devrait durer probablement jusqu'en 2025. Alors, tout ça mis bout à bout fait qu'on n'aura pas très probablement le niveau démographique qui a été projeté depuis longtemps par les pouvoirs publics, mais plutôt une augmentation assez lente des régions de 300 et qui peut perdurer en fonction des décisions qui sont prises. Il faut savoir que en fait, on ne pas par rapport à des pays, on est plutôt dans le dernier tiers de la démographie, de densité ophtalmo par rapport aux autres pays européens. Au niveau des régions, il y a eu une évolution contrastée. En bleu, vous avez les régions du Atlantique, la densité en ophtalmo, c'est de façon importante.
20%, et d'autres sont à 10%, comme l'île de France ou la Normandie. Donc l'objectif, ça va être d'arriver à homogénéiser tout ça et d'essayer d'augmenter les densités dans les régions comme ça. Nous avons une étude sur l'installation, on a vu comment les ophtalmos étaient répartis et ça s'appelle les territoires défensifs. C'est une échelle de prise pour les médecins généralistes qui peut également s'appliquer en partie pour les médecins spécialistes. Et en vert, vous avez toutes les zones où la densité en ophtalmo a augmenté. Donc on a eu la surprise de voir qu'il y avait pratiquement 25% des zones qui avaient augmenté leur ophtalmologiste. Si on avait fait la étude des 4-5 ans, les chiffres. Là, vous avez la répartition des nouvelles installations qui se font de façon relativement homogène sur le territoire, pas toujours dans les grandes villes. Ah oui, les autres, ouais, c'est pas mal. Alors, il y a deux résultats qui font l'installation des on s'est rendu compte qu'actuellement, il y a beaucoup plus d'ophtalmos qui s'installent dans des zones où il n'y a pas d'ophtalmos. 16% ont décidé de travailler dans les années de s'installer dans des zones où il y avait moins de 6 ophtalmos par 100 000 habitants, alors qu'actuellement, il y a 10% des ophtalmos qui sont installés. Par contre, dans les villes moins de 50 000 habitants, là, il y a des déficits d'installation. Parce que 10% des ophtalmos actuellement exercent et seulement 6% s'y installent simultanément aujourd'hui. C'est là où on voit vraiment des aides à l'installation. Le son est très lointain sur le Zoom. Alors, ce panorama rapide de la démographie, vous savez que les rapports de l'IGAS, il y a 2 ans, sur lesquels on est en train de discuter, et recommande de continuer à augmenter le nombre d'internes en ophtalmo parce qu'on ne peut pas rester à 40% d'étrangers validés. Il faut retrouver un niveau de l'ordre de 20% probablement. Ce qui fait à peu près 200 ophtalmos à former par an. Il faut mieux les répartir sur le territoire, augmenter les terrains de stage en libéral, définir les aides en fonction des zones sous-dotées. Et puis il est question également de prévoir une aide à l'investissement pour l'ouverture des cabinets secondaires, dont on parlera après. Voilà, je vais peut-être enchaîner sur la suivante, avant qu'on discute éventuellement. Enfin, les 4 représentations forment un tout, vous verrez. On pourra peut-être faire une discussion plutôt après. En fait. Après, tu préfères après? Tout à la fin. D'accord. Ok. C'est toi qui vas, excuse-moi, c'est toi qui vas faire les 3 présentations parce que Fatlim a eu un problème avec son avion, il arrive plus tard, et Cosnar la même chose. Donc c'est toi qui fais, et on arrêtera vers 9h25, voilà, pour pouvoir faire. D'accord, donc on va faire les 4 et puis on discutera à la fin. D'accord. Alors la deuxième, c'est sur l'organisation du parcours de soins. Alors, vous savez peut-être que si vous êtes adhérent au SNOF, qu'on fait tous les ans plusieurs études. C'est bon auprès des adhérents pour savoir comment évolue la profession. Et puis c'est quand même utile pour que les gens puissent se positionner, savoir s'ils sont dans la moyenne, en retard, en avance, etc. Alors, le travail aidé, l'ophtalmologie est vraiment un modèle du développement du travail aidé. C'est en ophtalmologie que le terme a été inventé et actuellement il est repris partout, dans toutes les spécialités. Donc on est vraiment un modèle pour à la fois les pouvoirs publics et pour les autres spécialités. Et là vous avez la progression du global, c'est-à-dire actuellement il y a 71% des ophtalmos qui disent travailler avec des aides. C'était 63% l'année dernière. Et 55% il y a 2 ans. Vous voyez, ça fait quand même une progression de à peu près 8 à 9% tous les ans. C'est énorme. C'est énorme. Lorsqu'on a montré ça aux inspecteurs du gaz, ils n'y croyaient pas au départ. Ils disent, une profession ne peut pas évoluer aussi rapidement. Bon. Et puis après, ils ont dû quand même se rendre à l'évidence. Par contre, l'année dernière, on a une évolution très particulière. Vous savez que ça, c'est les orthoptistes salariés. Vous voyez que ça montait tous les ans. Et là, paf, il y a une cassure.
La cassure, elle est liée à deux choses. D'une part, parce que l'activité en libéral, elle est un peu plus lucrative pour les orthoptistes qu'auparavant. Et puis surtout, il y a le phénomène des centres de santé, dont on parlera après. Oui, les centres de santé ont débauché des orthoptistes dans les cabinets à des prix, avec des salaires assez mirobolants. Par contre, les orthoptistes qui travaillent en libéral dans des cabinets ont augmenté. Les infirmières augmentent d'année en année. Ça, c'est l'explosion des assistants médicaux, puisque maintenant il y a un statut légal qui existe, avec des aides de l'assurance maladie. Et ça, c'est les opticiens qui progressent un petit peu de 10 à 13%. Et vous savez que maintenant, ils sont incorporés dans la convention collective. Dans les cabinets, les différentes études, ça tourne autour de à peu près 2 000 € net par mois, en moyenne, ça dépend des régions. Mais dans les centres de santé, des fois, ça montait à 4 000, 4 500 € net. Et parfois avec une voiture de fonction en plus. Vous savez que nous, on a un collègue qui a fait le Polytechnique chez nous, là, dans le bureau, et il nous disait que les gens qui sortaient de Polytechnique étaient embauchés à 3 500 € net en début de carrière. Avec un cursus quand même un peu différent. Aujourd'hui, il y a à peu près deux tiers des orthoptistes qui sont en libéral ou salariés. Mais l'évolution majeure, c'est qu'il y a un tiers qui travaille, un gros tiers qui travaille avec d'autres aides que les orthoptistes, et souvent en complément des orthoptistes en fait. Donc on va vers une équipe pluriprofessionnelle et l'année dernière on a passé le cap des 50%, c'est-à-dire plus de la moitié des ophtalmos actuellement au moins 2 types d'aide. Ce qui est une évolution quand même majeure, parce qu'avant au début c'était soit orthoptiste, soit éventuellement opticien. Alors ça progresse dans tous les types de cabinets, plus il y a d'ophtalmo dans le cabinet, plus vous êtes travaillé, c'est quasiment généralisé à partir de 4 ophtalmos, et probablement l'année prochaine ça sera généralisé à partir de 3 ophtalmos. Il y a encore des évolutions possibles dans les cabinets 1 ou 2 ophtalmos. Ça c'était l'année dernière, c'était 2019 et 2020. Vous voyez que ça a quand même progressé un peu partout. Alors là, on regardait dans l'enquête sur l'installation, comment étaient répartis les ophtalmos. Suivant les territoires, c'est un territoire où vous avez tout ce qu'il faut pour vivre d'une façon basique, que ce soit les administrations, les écoles, etc. En fait, la répartition des ophtalmos n'est pas mauvaise. C'est sans doute la meilleure de toutes les spécialités. Il y a peut-être des radiologues qui sont aussi bien répartis. La spécialité après les généralistes et les dentistes sont les mieux répartis. Si vous comparez avec les orthoptistes, c'est ça. Les orthoptistes libéraux, il n'y a pas photo entre les deux. On est beaucoup mieux répartis que les orthoptistes. Après, il y a des endroits, effectivement, il n'y en a pas assez, mais globalement, les ophtalmos sont partout où il y a de la population. Alors, on discute beaucoup actuellement de l'offre territoriale, et en fait, on pense que, vous savez qu'il y a des discussions depuis des années sur savoir s'il faut supprimer la liberté d'installation ou pas. Si vous supprimez la liberté d'installation, vous supprimez la médecine libérale, parce qu'à ce moment-là, il y a plus salariés que libéral. Pour nous, la solution, de toute façon, on ne trouvera jamais suffisamment de médecins pour s'installer dans des déserts médicaux, mais il faut quand même qu'il y en ait actuellement dans les zones dotées, ça représente 20% en ophtalmo. Il y a 10% des ophtalmos qui sont installés. Donc, tout savoir comment est-ce qu'on fait pour faire face aux 10% qui restent. Donc, nous, on pense qu'il faut d'une part avoir une offre suffisante et même relativement généreuse dans les agglomérations moyennes et grandes, puisque vous y trouvez 80% de population. C'est normal que 80% des ophtalmos s'installent au moins dans ces zones-là. Et le gap entre les deux, il faut l'assurer par des cabinets secondaires qui pourraient fonctionner également avec des protocoles pour les orthoptistes, mais probablement avec une présence nécessaire des ophtalmos régulières. Alors on avait fait une enquête il y a 2 ans auprès des ophtalmos qui avait montré qu'un quart était prêt à ouvrir des cabinets secondaires si les conditions étaient favorables.
Alors, des cahiers secondaires, ça peut être une création, bien sûr, ça peut être une reprise des cabinets qui part sans successeur. Certains, pas nombreux, ont été dans les maisons de santé. Et puis, il y a également les hôpitaux de proximité qui vont se développer, parce que les pouvoirs publics veulent en ouvrir plusieurs centaines. Et il est normalement, il y a une obligation d'offrir des consultations de spécialistes sur ces hôpitaux de proximité. Alors, la population doit se doter, il ne faut pas oublier qu'elle est âgée, en général, plus tard, elle est plus malade, présente plus de pathologies, et elle est moins mobile. Il faut quand même pouvoir y aller. Et souvent, notamment le recrutement chirurgical, il est nettement supérieur dans ces zones sous-dotées que dans les zones urbaines principales. Alors, depuis 2 ans, l'ouverture des sites secondaires est largement facilitée. Mais actuellement, donc on discute si ça veut bien passer. C'est un point d'avance. Voilà, pour le modèle des sites secondaires, on a posé la question pour l'ophtalmo, si préféré, parce que vous avez peut-être été démarché par des chaînes qui veulent ouvrir des téléconsultations dans les magasins d'optique. D'autres prônent des cabinets d'orthoptistes qui sont reliés en télémédecine avec un ophtalmo présent. Mais la grande majorité préfère en fait des cahiers secondaires réels avec un déplacement régulier des ophtalmos, et puis le reste du temps qui est des protocoles pour faire tourner le cabinet avec des orthoptistes. À peine 1,5% est favorable aux téléconsultations dans les magasins d'optique, qui posent des tas de problèmes de compérage, d'ontologique et autres. Alors là, on va probablement vers ce système-là. Donc nous, on préfère largement appeler ça un pôle d'ophtalmologie plutôt qu'un centre d'ophtalmologie. Ça pose des tas de problèmes de dénomination. Et ça correspond plus à ce qui va se développer, c'est-à-dire un site principal avec des satellites autour. Alors sur ces sites secondaires, soit on peut avoir des postes orthoptiques qui seront limités en fait en type d'activité, l'activité normale, plus renouvellement de lunettes, plus certains protocoles. Et sur les sites secondaires avec un ophtalmo qui sera sur place, envisager de voir à la fois les patients connus et non connus, faire des téléconsultations éventuellement si on ne peut pas se déplacer, donner de rendez-vous physiques. Mais le schéma actuel, c'est quand même de faire une alternance entre les examens présentiels et à distance. Et puis il y a également des protocoles qui sont actuellement discutés. Donc les échanges qu'on a actuellement avec les publics, que ce soit l'assurance maladie ou le ministère essentiellement sur la définition des zones en question qui devraient bénéficier d'aides spécifiques pour développer ces sites secondaires. Parce que c'est le seul moyen en fait de faire face à l'ensemble des besoins de la population dans ces zones qui sont importants. La suivante, s'il vous plaît. C'est les centres de santé, normalement. On fera les évolutions à la fin, parce que ça résume un peu les choses. En attendant, j'ai reçu il y a quelques jours, j'avais une orthoptiste qui voulait venir travailler chez nous, puis en fin de compte, ça s'est pas fait. Et elle m'a dit, je peux pas, parce que maintenant, dans ma région, ça a été accepté. Et elle m'a répondu, elle m'a dit, mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire que vous n'avez pas le droit de prendre un opticien ou un optométriste ou autre assistant, sinon vous courrez à ce sera de l'exercice légal de la médecine, à parler de travail aidé, et vous risquez une lourde amende. Oui, tout à fait, c'est ce que il y a certaines orthoptistes militantes qui effectivement de ces et dans une slide que tu as montré tout à l'heure, tu as mis plusieurs types de personnel travailler dans un cabinet. Est-ce que tu pourrais préciser le type de personnel en question qu'on peut utiliser?
Alors, dans le dernier numéro de la revue L'Ophtalmo française, donc l'organe vous avez un article sur les assistants médicaux qui liste un peu les actes que chacun peut faire pour l'instant. Il y a des discussions pour essayer de sécuriser effectivement l'emploi de praticiens dans les cabinets actuellement. Il y a un problème juridique quand même. Ça existe dans la convention collective. Le poste existe, il a été créé il y a 2 ans. Mais bon, la convention collective, c'est vrai que c'est pas une valeur légale. Ça dépend du code du travail, mais c'est pas ça qui définit les compétences. Actuellement, si un opticien est embauché avec cabinet, il est réglementairement limité en fait à la réfraction. Et puis l'adaptation des contact en collaboration avec l'ophtalmo. C'est deux seules activités qu'elles vont faire. Ce qui fait en dehors, normalement, effectivement, ça peut être entrer dans l'exercice illégal. Alors il y a un nouveau dispositif qui s'appelle les assistants médicaux. Il y a un autre dispositif qui s'appelle les assistants médicaux dont les références il y a défini, les formations sont mises en place. Il est possible qu'en fait tous les aides qui seront pas optiques devront faire une formation complémentaire sous ce mode d'assistants médicaux pour pouvoir protéger juridiquement. Parce que il y a 2 ans, il y a un article qui est sorti, qui a été rajouté, enfin plutôt une phrase qui a été rajoutée dans l'article qui définit l'exercice illégal de la médecine et qui protège les infirmières d'une part et les assistants médicaux de poursuite pour l'exercice illégal de la médecine s'ils restent dans le cadre du référentiel. Donc c'est en train d'évoluer. Je pense que la solution, ça sera probablement, mais les discussions ne sont pas terminées actuellement. Et il est probable qu'il va falloir passer par ce filtre-là pour que tous les salariés d'Ophtalmo aient une formation commune qui va les protéger de ce type de menaces. Alors, à l'hôpital, pour cette formation supplémentaire, éventuellement. Ça, c'est pas les cabinets, défini pour les cabinets. C'est pas uniquement en ophtalmo, c'est les médecins généralistes. Non, mais je veux dire la formation au hôpital. Non, la formation, elle est définie par la convention collective. Et il y a une douzaine de centres formateurs qui ont été retenus en France. Il y en a dans le sud de la France, il y en a à Paris, dans l'Ouest, dans l'Est aussi, à Reims notamment, qui ont mis cette année en place cette formation. Formation, il y a deux choses. C'est qu'une part, pour les gens qui sont pas formés du tout, ça peut être les secrétaires qui font des actes qu'elles ne devraient pas faire. Là, il faut qu'elles passent par ce qu'on appelle le CQP, le certification professionnelle qui va durer, qui a une formation de 384 heures quand même, mais qui est pris en charge par l'organisme de formation de la branche des cabinets médicaux. Pour les infirmières, ça sera 112 heures. Les opticiens devraient a priori également par le CQP. Donc ça fait une formation qui se développe sur un an à peu près. Peut-être deux, c'est vraiment au tout début. Pour l'instant, lorsque vous embauchez quelqu'un sur un poste d'assistant médical, en plus je rappelle que la convention collective est devenue obligatoire, il faut mettre en place. Vous avez 3 ans pour que la personne fasse le CQP pour l'instant. Donc c'est la première fois où on met une formation après l'embauche. Normalement, les gens sont formés avant d'être embauchés. Puis comme on a pris beaucoup de retard, il y a eu beaucoup de blocage, on a mis la charrue avant les bœufs là. Mais dans 2-3 ans, je pense que tout va être stabilisé. Donc ça bouge, mais le plus simple pour l'instant, c'est de déclarer comme assistant médical. Et il y a quand même une protection qui existe en fait dans le code de la santé publique. Alors les centres de santé, c'est un sujet qui agite beaucoup la profession depuis 2 ans, mais en fait ils sont apparus fin 2017. En fait, c'est très ancien. Il y en a eu depuis des dizaines d'années. Ils n'étaient pas très nombreux en ophtalmologie. Donc c'était des centres non lucratifs, associatifs, qui étaient gérés essentiellement par les mutuelles ou des collectivités locales. Ça posait pas trop de problèmes, puisqu'il y avait des tarifaires qui étaient dans la moyenne de la profession. Et jusqu'en 2017, ils voyaient à peu près 400 000 personnes par an, avec un coût de 23 millions d'euros.
Et puis à partir de fin 2017, mais surtout 2018, on a vu apparaître des nouveaux centres avec des devantures qui ressemblaient un peu à des magasins, des publicités carrément sur la vitrine pour fond d'œil, etc. Ce qui est normalement interdit. Et puis également des voitures de fonction qui faisaient de la publicité également. Alors, il y a plusieurs alertes, il y a beaucoup d'ophtalmos remontés des anomalies à partir de fin 2018, surtout des débuts 2019. Au début, on les trouvait qu'en région parisienne. Et même à Paris, au début, dans Paris intramuros, progressivement, ça s'est étendu, puis maintenant, on trouve également en province. Donc, il y a eu la première alerte officielle, ça a été le rapport du produit qui a été publié l'année dernière, on en avait parlé ici. C'était quelques jours avant, il y a un nouveau qui va sortir, là. Le 13 juillet, il y a le Parisien qui avait publié une enquête sur 3 pages sur les centres de santé. Alors, on faisant même sa première page sur le sujet. Il y a eu des communiqués de presse, à la fois mais également du CNP, dans le Conseil national professionnel, des orthoptistes, pour s'élever contre certaines pratiques dans certains centres, tous les centres. Au début, il y avait, disons, début 2020, il y avait à peu près 40 centres qui étaient considérés par l'assurance maladie comme déviants fortement par rapport à la moyenne. Et actuellement, on est plutôt autour de 60, voire 70. Sur un total de 120 à peu près. Plus récemment, le Figaro Économie a publié un article sur le sujet après un interview de directeur de l'assurance maladie et de la répression de la crise des fraudes à l'assurance maladie, qui montrait en exergue effectivement qu'il y avait des anomalies importantes et qu'il y avait de nombreux contrôles qui avaient été lancés. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs dizaines de contrôles approfondis qui sont lancés sur certains centres, mais également des ophtalmologistes libéraux, pas que les centres. C'est des contrôles qui portent sur 12 à 18 mois. Et donc on aura probablement les résultats après l'été. Et puis on est effectivement ce qu'on cherche entre nous. Vous avez peut-être vu aussi qu'il y avait diffusé un reportage le 17 avril sur les médecines low cost en mettant en exergue les centres de santé ophtalmo et puis les centres dentaires, parce que le modèle vient en fait des centres dentaires. Vous savez qu'il y a eu le scandale Dentexia il y a quelques années, et actuellement c'est en train d'être activé dans les centres dentaires. On voit beaucoup d'anomalies, des implants qui sont posés alors qu'on aurait pu traiter les caries normalement, des implants qui sont attribués à des médecins qui n'existent pas dans le centre, etc. Donc on a refait un communiqué de presse à la suite de ça. Alors on a eu récemment les chiffres pour 2020. Vous savez qu'en 2020, il y a quand même eu la pandémie qui est passée après. En ophtalmo, ça c'est les actes des orthoptistes, puisque dans les centres dentaires, on utilise beaucoup les cotations des orthoptistes. Dans les cahiers d'ophtalmologie, on a eu 9% d'augmentation des actes d'orthopsie, moins 14% pour les bilans orthoptiques. En ophtalmologie libérale, on était à moins 14% et moins 12% qui correspond au confinement total. Premier confinement total, puisque les orthoptistes ne pouvaient plus exercer. Et dans les centres de santé, on a eu 90% d'augmentation, 226% pour les bilans orthoptiques, 44% pour la lumière avec 8,5 et plus 17% pour la vision du couleur. C'est une progression que personne n'a jamais vue dans toute l'histoire de l'assurance maladie. Un acte qui augmente de 17% à un an, ça c'était jamais vu. Ce qui pose des problèmes de pertinence des actes. Alors le résultat, c'est que on est passé en 3 ans, 4 ans de 400 000 patients à 200 000 dans les centres de santé. On est actuellement à 20 millions de patients examinés en ophtalmo par an. Le coût total est passé de 23 millions à 115 millions d'euros. Qui est par 4, il faut savoir que ça représente 10% des dépenses de l'ophtalmo actuellement. Là, c'était à peine 2%. Et ça représente donc 10% des dépenses pour 4% des patients.
Et la plupart des patients, c'est des patients quasiment normaux qui n'ont pas de pathologie particulière. Donc c'est sûr que le modèle n'est pas tenable. Il n'est pas tenable à terme. D'autant plus que ça risque de faire exploser. On commence à avoir le même phénomène un peu en radiologie. Dans de nouveaux centres, il faut des IRM à moitié. Et on fait deux fois moins qu'une IRM normale, voire deux fois plus. Et puis également médecine générale. Et le coût moyen par patient qui est tout à fait similaire à ce qui se passait dans les cabinets, et maintenant à 96 €. Et parfois ça monte à 150 € par visite. Bon, alors, en fait, le problème de fond, c'est que ces centres sont basés sur un système qui est lié quand même à la surfacturation, voire à la réalisation d'actifs. Parfois, on fait venir officiellement plusieurs patients alors qu'on l'a vu qu'une fois. Alors, on répartit les actes sur plusieurs orthoptistes ou médecins. Parfois, il y a 250 patients officiellement par médecin dans la journée. On sait très bien qu'ils en ont vu que le tiers, voire le quart. Donc la rentabilité elle est basée sur cette facturation et puis le débauchage des orthoptistes et des ophtalmos aussi à des prix très élevés. Alors, dans certains centres, on fait croire les personnels salariés qui ne risquent rien puisque ces centres sont responsables, restent totalement fous, on peut très bien les poursuivre devant le Conseil de l'Ordre ou devant les certaines procédures devant les caisses d'assurance maladie pour les orthoptistes. Et on est dans certains cas dans une vraie complicité à l'exercice légal de la médecine, puisque lorsqu'on donne des rendez-vous médicaux, il n'y a pas de médecin en face, et on facture comme des actes médicaux, c'est quand même de l'exercice illégal. Mais c'est difficile à mettre en évidence parce que la réglementation de santé n'est pas actuellement développée. Parce que traditionnellement, il y a eu peu de problèmes avec les centres de santé. Alors la maladie a développé une task force spécifique, un groupe de personnes qui ont été formées spécifiquement à la recherche des fraudes dans certains centres, puisqu'on nous a dit que c'était souvent assez sophistiqué, et il y avait des multiples ramifications. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des dizaines de contrôles en cours. Il y a certains centres qui ont empêché d'ouvrir, ou d'autres qui ont eu des fermetures provisoires. Apparemment, c'est le cas à Rennes et puis à Reims actuellement. Il y a aussi des redressements qui sont importants, qui ne sont pas toujours médiatisés. Alors, la conséquence, c'est que l'assurance maladie va être obligée de réagir sur les cotations. On va interdire certaines cotations. Plutôt l'association de ophtalmo, et on va en parler juste après. Dans le rapport chargé produit qui va sortir ce jour prochain, parmi les 11 propositions prioritaires, il y en a deux, une sur la meilleure identification de l'ampleur des fraudes, parce que c'est pas évident de l'extérieur. Et puis aussi, il y a on cible spécifiquement les centres de santé et il est probable de modifier un peu la réglementation de ces centres de santé à l'avenir. Notamment c'est un peu certains actes qui sont actuellement poussés. Jusqu'à présent, apparemment, il n'était pas possible de conventionner un centre de santé, aussi bizarre que ça puisse paraître. Un médecin libéral pouvait le suspendre tout de suite. Le centre de santé, c'est pas pareil, c'est pas possible. Là, c'est en train d'être mis en place. Il y a des fermetures administratives décidées par l'ARS. Apparemment, c'est en train d'être activé. Alors, ils ont bénéficié aussi du fait que pendant un an, il y a quasiment plus de contrôle. On était sur le Covid. Il n'y a plus de contrôle. Et puis, il y a un problème de traçabilité des actes. On donne actuellement des rendez-vous dans les centres sans préciser le nom du médecin. Quand vous prenez un rendez-vous dans un cabinet médical ou à l'hôpital, vous mettez le médecin avec lequel vous allez avoir rendez-vous. Là, c'est pas du tout le cas. Le centre de santé, rendez-vous à telle heure, et on ne sait pas ce qui se passe derrière. Voilà. On va en discuter. C'est un sujet qui va encore nous occuper pendant pas mal de temps. Alors le dernier, c'est sur la réglementation des évolutions réglementaires. Thierry, oui. En ce qui concerne la décotation, encore une fois, nous allons disons, être sanctionnés en raison de certains qui dévient de façon manifeste. On ne peut rien faire contre ça ?
c'est toujours pareil, lorsqu'il y a des dérives importantes, lorsqu'on ne sait pas comment faire, une part on peut les cibler spécifiquement, mais nous on leur a fait des propositions, parce que par exemple, pourquoi est-ce que dans les centres de santé, c'est de la médecine salariée, pourquoi est-ce qu'on les paye pas, enfin on les paye pas plutôt au forfait annuel? Pourquoi est-ce qu'ils peuvent utiliser les cotations des médecins libéraux, par exemple? Bon, on pourrait très bien imaginer un modèle de capitation qui serait beaucoup plus contrôlable. Justement, la question, ils accepteraient un autre modèle. Alors, le problème, c'est qu'il y a, vous savez qu'il y a beaucoup de syndicats médicaux, mais là, il y a des fédérations de santé. Ils ne sont pas nombreux, ils sont répartis en 10 fédérations. Donc, il faut encore qu'ils soient d'accord. Ils sont dans un système conventionnel. Et je pense qu'il y a peu de chances pour que les fédérations acceptent de changer complètement leur modèle. Encore que. Justement, on va en parler rapidement. Parce que l'évolution réglementaire, en fait, il n'y a pas tant que ça pour l'instant, parce que tout n'est pas décidé, c'est plutôt des projets. S'il y a quand même une évolution qui est sortie récemment, c'est le décret sur la télémédecine. Qui a un petit peu bougé, surtout sur la téléexpertise. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs types de télémédecine, télésurveillance, téléconsultation, téléexpertise. La téléconsultation, c'est un peu bougé. Donc ça permet de un professionnel médical, même qui a un médecin de côté, de faire une consultation à distance à un patient. Le patient peut être assisté durant cette téléconsultation par un professionnel de santé. Qui peut par exemple faire des actes. En ophtalmologie, ça peut concerner par exemple sur un secondaire, en téléconsultation, l'ophtalmo principal, et l'orthoptiste prend des mesures sur le patient qui transmet ensuite. Il y a une petite évolution réglementaire à faire également, puisqu'on est à ce moment-là dans une situation de patient non connu, souvent, et ce que normalement on ne peut pas prendre en charge l'orthoptiste. Alors, la téléexpertise, là, il y a une évolution qui est majeure. Jusqu'à présent, c'était défini entre deux médecins. Maintenant, c'est défini entre un professionnel de santé, donc n'importe qui, un pharmacien, infirmier, un orthoptiste, qui demande à distance l'avis d'un ou de plusieurs professionnels médicaux. Donc ça permet notamment les protocoles à distance, par exemple sur le glaucome qui existe, qui n'ont jamais été financés. Jusqu'à présent, on nous disait qu'on ne peut pas les financer, la téléexpertise n'est pas reconnue entre orthoptiste et ophtalmo. Là, c'est possible. Donc il y a des choses qui vont évoluer. Ça peut aussi évoluer un peu. Certains peuvent aussi utiliser ce nouveau texte de façon un peu abusive. On verra bien. Alors, en conséquence, justement, des centres de santé, mais c'était un peu dans le tuyau depuis 2 ans. Vous savez qu'il y a une circulaire qui est parue en novembre 2019 pour cadrer l'utilisation de la numérique 8,5. Et il était question aussi d'interdire la prescription et la réalisation de bilan orthoptique le même jour qu'un acte ophtalmo. Alors ça a été repoussé jusqu'à présent, on arrive au bout du moratoire, et ça va rentrer probablement en application parce que dans les centres de santé, les orthoptiques sont utilisés 30 à 40 fois plus souvent que dans les cabinets médicaux. Ça devient quasiment systématique. Le problème, c'est que dans certains centres, les bilans orthoptiques durent 30 secondes à 1 minute. Avant, il y avait marqué 30 minutes pour un bilan orthoptique. Les orthoptistes ont fait la durée, ce qui fait que certains se font un peu saisis de l'opportunité. Alors, il y aurait quand même des exceptions pour la vision, la neuro-ophtalmo, la strabologie et certaines situations d'ophtalmopédiatrie où on pourrait faire un bilan orthoptique le même jour. Mais ça représente des niches, pas si volumineuses que ça. Mais globalement, on irait vers une interdiction de bilan orthoptique le même jour. Ça concernerait à la fois les orthoptistes libéraux et les salariés. Alors, une circulaire devrait être prochainement publiée là-dessus, avec aussi la possibilité de côté bilan orthoptique qui est moticulaire le même jour. Mais on a dit aussi que ça pose tellement de problèmes d'exploitation orthoptique le même jour qu'ils envisageaient même de faire rentrer la cotation des orthoptiques dans le cadre général. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est limité normalement à 2 actes en CCM, ça pourrait très bien un acte ophtalmo plus un acte orthoptique.
Bon, c'est pas encore fait, mais la menace plane. D'autant plus que vous allez voir après, il y a une réforme de la nomenclature qui est prévue. Pour la convention médicale, les discussions qui ont lieu cette année après l'élection présidentielle. Donc ça sera en 2023. Actuellement, on discute de l'AVE qui a été arrêté fin 2020 pour les problèmes liés aux élections RPS et qui réactive actuellement, qui devrait finaliser pour la fin du mois. Les évolutions probables, c'est qu'il y aura une réévaluation peut-être substantielle de la PC. Donc l'avis pour consulter actuellement à 50 €. On discute aussi beaucoup avec la crise Covid du service d'accès aux soins pour désengorger les hôpitaux. Et donc, on voulait basculer le maximum de patients vers les médecins traitants. On a demandé à ce qu'on puisse également les basculer directement chez le spécialiste qui en est besoin de passer d'abord par les médecins traitants. Ce qui permettrait également d'utiliser la PC dans ces circonstances-là. Élargir un peu le champ d'application de la PC. Troisième volet en fait de cette avenance, c'est santé. Alors la CNAM et tout ce qui est arrivé durant la crise Covid, ils ont vu aussi les côtés positifs négatifs de la télémédecine. Ils veulent garantir la sécurité, éviter les pratiques exclusives de télémédecine et maintenir l'alternance entre présentiel et télémédecine. Donc il est question d'une part de supprimer l'obligation actuelle d'avoir vu le patient dans les mois précédents, mais après il faudra quand même le voir en présentiel, ne pas dépasser 20% de l'activité en télémédecine. Il y a des gens qui savent que ça sur des plateformes. Probablement l'expertise va être également élargie, en tout cas dans les cas remboursés. Vous saviez qu'il y avait deux niveaux de l'expertise à 12 €, notamment pour les clichés et rétinographie dans le cadre de l'épisode diabétique, et puis 20 € pour les cas complexes. En fait, il y aurait qu'un seul niveau qui serait de 20 €. Il y a aussi toutes les discussions actuelles sur le rapport IGAS. La problématique secondaire que je vous ai parlé tout à l'heure. Il y aurait peut-être un plan officiel de santé publique sur la vision qui serait développé. Il y a aussi la nécessité de mettre des règles professionnelles pour les opticiens et d'orthoptistes pour éviter certaines dérives que l'on voit actuellement. Certains protocoles qui ne sont pas encore financés qui pourraient l'être. Vous savez qu'il était question qu'il a décidé que les opticiens puissent faire des fractions dans les EHPAD pour renouveler les lunettes comme ils le font dans les magasins. Tout a été suspendu en raison de la crise Covid et puis des explosions des cas dans les EHPAD. Ça va dépendre de l'évolution de la situation sanitaire. Et puis bien sûr les orthoptistes et les opticiens ont des demandes également de leur côté. Vous voudriez pouvoir faire la prescription entre des lunettes entre 16 et 42 ans, allonger la durée de l'ordonnance. Et puis même adapter la primo-prescription en cas d'inconfort du porteur. Donc tout ça, on en discute. Les discussions devraient se terminer probablement au mois de septembre. Par là. Et puis, il y a un grand chantier qui arrive, c'est la révision générale de la nomenclature. La précédente était 2005. Ça va sûrement démarrer à la fin de l'année et ça va probablement se conclure après l'élection présidentielle. Actuellement, on est en train de mettre en place les structures avec des référents par spécialité, petite équipe au niveau des CNP. Mais ça reste encore très flou. Et ça devrait concerner a priori la CCAM. Et la LGAP serait plutôt de la convention médicale. Voilà, j'ai fini. Il y a quelques questions avant. On fait présentiel pour les gens avec du SNOF. Donc vous pouvez bien sûr venir et inscrivez secrétaires, les infirmières. Et voir les Je crois que c'est important effectivement qu'on sera peut-être avancé sur ce qu'on soit tous inscrits au SNOF. Effectivement, si tu dis qu'il y a au moins 10
sur les centres de santé, ils sont moins dit représentés des fédérations. Oui. Je pense qu'on a intérêt quand même, nous à être beaucoup derrière toi, beaucoup derrière le SNOF, parce qu'on le fait peut-être pas tellement. Et les médecins alors, il faut quand même savoir que l'ophtalmologie est probablement la spécialité où il y a plus haut taux de syndicalisation. Hein. Il y a à peu près 2/3 des libéraux qui sont au SNOF. C'est beaucoup plus que dans de très nombreux syndicats. Hein. Mais bon, plus on est nombreux, mieux ça vaut, puisqu'on devient incontournable, quoi. Oui, l'ophtalmologie fait l'admiration de toutes les disciplines par rapport à son niveau d'organisation en particulier dans les commissions diverses, à travers l'académie, le CNP, etc. Et ça, c'est très bien, c'est une bonne action qui est menée, une action énergique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de combats, c'est impressionnant tous les combats qui sont à mener. En plus, en ce qui nous concerne, les opticiens font des attaques assez fortes, puisqu'il y a par exemple LGBT, oh non, c'est pas LGBT, pardon, c'est lunettes pour tous, LPT, lunettes pour tous, c'est pas tout à fait la même chose, lunettes pour tous. Vous savez que c'est financé par Xavier Niel. Oui. Avec un type extrêmement disruptif qui a comme argument le fait qu'on ne peut pas trouver d'ophtalmologiste en France, on ne peut pas prescrire des lunettes. Et donc, grâce à ça, ils veulent avoir l'autorisation par le gouvernement de pouvoir prescrire directement des lunettes sans passer par l'ophtalmologiste, avec des arguments très forts, et puis des puissances financières redoutables, puisque Niel finance ça larga manu, avec une personne disruptive dont nous avons parlé tout à l'heure. Non, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de... On est en avance sur certains trucs, mais il y a aussi les dérives qui sont en avance en ophtalmologie, quoi. Et il y a beaucoup d'investisseurs actuellement qui s'intéressent effectivement à l'ophtalmologie, avec l'idée que ça va être de pire en pire. En fait, c'est pas vrai. Les choses sont en train de s'améliorer, les délais diminuent, et probablement dans 4-5 ans, il y aura quasiment plus de délais. Mais donc ils se basent sur un modèle qui est faux pour essayer d'investir l'ophtalmologie. Oui. Il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent actuellement. Oui. Avant de passer à la presbytie, puisque c'est l'heure, moi ce qui me choque surtout sur ces centres, c'est que on discutera avec le président de l'ordre départemental, c'est aussi toute la publicité qui est faite autour de ces centres et qu'ils ont le droit de faire et que les médecins n'ont pas le droit de bouger quasiment avec un ordre qui leur tire les oreilles sans arrêt. C'est ça la différence, c'est qu'il y a quelques années, les centres de santé étaient plus désavantagés par rapport à la médecine libérale. Et maintenant, c'est l'inverse, quoi. Ils sont avantagés. Ça a été une volonté de Marisol Touraine, d'ailleurs. C'est elle qui a libéré les conditions de création d'un centre de santé. Et tout dérive de ça. Après, l'autre erreur, ça a été peut-être de supprimer la durée pour les bilans orthoptiques, par exemple, et puis le fait que les cotations orthoptiques n'étaient pas très bien encadrées, quoi. Donc il y a eu un modèle économique qui est apparu pour les centres de santé. Ouais. Pas longtemps. Thierry, je te pose toujours la même question tous les ans. Est-ce qu'il y a une évolution donc pour la prise en charge du cross-linking qui sera possible pour les centres privés? Parce qu'il n'est pas toujours aisé d'adresser les patients dans les centres spécialisés. C'est vrai, au départ, on avait prévu de mettre ça et puis on l'a supprimé. Alors, on est dans un pataquès énorme qui est lié, en fait, c'est un peu la faute de certains universitaires qui ont voulu se garder un peu le cross-linking pour eux au départ. Donc, il y avait une liste qui devait être établie pour les centres qui étaient autorisés. Et on n'en sort pas parce qu'en fait, ça bouge tout le temps. Les gens qui sont formés dans les hôpitaux qui sortent, comment on fait pour les rajouter sur la liste, etc. Et finalement, la liste n'a jamais été publiée officiellement. Donc, tout est bloqué. En fait, la cotation est quand même utilisée par certains. Et c'est remboursé apparemment, avec la possibilité quand même d'être redressé, puisque normalement, il s'était limité à la... En fait, tout ça va être discuté dans la réforme de la nomenclature. Parce que Merci Thierry, je te reposerai la question l'année prochaine. Non, mais je pense que ça fait partie des sujets qu'il va falloir mettre là-dedans. D'accord. Merci. Je demande à Cathy et à Alain de venir, merci beaucoup Thierry, de nous parler de stratégie de compensation de la presbytie. Vous venez modérer, Cathy et Alain? Oui, si vous voulez. Oui.